Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Ergotte, formatrice à l'Institut Agro Campus de Florac. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les épisodes Cévenol sont une série de webinaires destinés aux communautés éducatives de l'enseignement agricole. Nous les animons depuis le campus de Florac, en Lozère, autour de thématiques comme la biodiversité, l'agriculture, les ressources numériques et collaboratives, les questions éducatives et pédagogiques. L'idée de ces épisodes Cévenol, c'est de créer un espace de partage, croiser les regards entre praticiens, chercheurs, experts et nourrir les pratiques de l'enseignement agricole sur des sujets très concrets. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Alessandrin, sociologue à l'Université de Bordeaux. On va parler avec lui de la création des normes de genre à travers les teen series. Et pour introduire cet épisode Cévenol, je vais laisser la parole à ma collègue Anne-Lise Lizicki, qui va présenter notre intervenant et le déroulé du webinaire. Anne-Lise, je te laisse la main. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme l'a dit Claire, on a le plaisir d'accueillir à nouveau le sociologue Arnaud Alessandrin. Je dis à nouveau parce que peut-être que certaines et certains parmi vous avaient déjà pu découvrir ses travaux sur la prise en compte des élèves trans à l'école. On avait fait un précédent webinaire en 2023 à ce sujet. Et donc, Arnaud Alessandrin enseigne la sociologie du genre et des discriminations à l'Université de Bordeaux. Il est l'auteur de nombreux livres et articles sur ces thématiques et la santé, et il a notamment publié en 2024 Teen Series, sexe, genre et sexualité dans les séries pour ados, réflexions qui ont nourri pour partie un stage qui a été programmé en décembre dernier sur le campus de Florac et qui a articulé EVARS, donc éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, CPS et éducation aux images. Et fort de l'impact que son intervention a eu auprès de nos collègues, qui étaient aussi bien infirmiers, infirmières, CPE, professeurs d'éducation socioculturelle, professeurs de lettres, de langue, et ben nous avons décidé en fait aujourd'hui, au travers de la programmation de ce webinaire, d'en faire bénéficier un plus large public que les 21 inscrits à ce stage qui ont pu suivre l'entièreté de cette programmation. Pourquoi? Parce qu'en effet, les teen séries sont devenues, selon nous, donc au service pédagogie et éducation du campus de Florac, voilà, les teen séries sont devenues un dispositif de médiation et de support pédagogique pour nous centraux. Mais néanmoins, si les adolescents consomment beaucoup de séries, leur entrée dans le monde éducatif reste assez timide. Et l'intervention d'Arnaud Alessandrin aujourd'hui vise premièrement, en tout cas on le souhaite, à développer une approche apaisée de l'outil Teen Série au sein de nos pratiques éducatives et pédagogiques. Et par ailleurs, à déployer des formes d'intervention prenant appui sur ces mêmes séries. Donc, ce sera ainsi que ce webinaire va se dérouler et peut-être qu'il y aura un focus un peu plus spécifique qui sera opéré autour, donc comme nous vous l'avons indiqué, sur les questions de genre et de sexualité. Donc Arnaud, je t'invite à déployer tes travaux. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Annelise. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir. J'espère que cette déambulation autour de la notion de teen série, de l'usage et de la réception des teen séries par les adolescents et les adolescentes trouvera au fur et à mesure de mon intervention, un intérêt, bien sûr, mais plus encore peut-être des points d'accroche, Annelise le disait, des points d'accroche apaisés vis-à-vis d'un support, vis-à-vis d'un dispositif qui est aujourd'hui très largement partagé, très largement investi et commenté par les jeunes, mais absolument sous-investi comme dispositif pédagogique ou de prévention dans les établissements scolaires ou plus généralement des établissements qui touchent aux adolescents et aux adolescentes. Alors,
je vais vous partager un support. Le support sera de toute façon hop là, rempli de références que vous pourrez allègrement aller chercher sur Internet, chez vous ou au fur et à mesure de l'intervention. Alors pour débuter, disons d'abord que cette intervention, elle naît d'une recherche. Elle naît d'une recherche réalisée sous l'égide de Mélanie Bourda et moi-même à l'Université de Bordeaux, donc entre les sciences de l'information et de la communication et la sociologie, puisque Mélanie est maîtresse de conférences, pardon, professeure des universités en communication et moi-même sociologue, et d'autres collègues travaillant sur l'adolescence, sur les séries, sur la culture juvénile, et nous nous sommes posé des questions assez basiques, mais qui nécessitaient d'être qualifiées et d'être quantifiées. Les questions que nous nous sommes posées en 2023-2024, avant la parution de ce premier ouvrage, sont les suivantes. Qu'est-ce que les teen séries, c'est-à-dire les séries à destination et avec les adolescents, montrent de l'adolescence? Et deuxièmement, qu'est-ce que les adolescentes et les adolescents font de cette in-série? Ainsi posée, la question ne signifie pas qu'est-ce que les adolescents et les adolescentes reçoivent de manière passive de cette in-série, mais bel et bien quel est l'équilibre qui se manifeste et qui se constitue entre l'émission d'un message, d'un imaginaire et d'une esthétique, celle des séries, et la réception et l'usage par les adolescents et les adolescentes, qui sont toujours des réceptions et des usages singuliers à soi, mais peut-être encore plus et surtout des usages et des réceptions relationnelles grâce au numérique ou au groupe de pairs. Ce livre, vous le verrez par la suite, s'intègre dans un dispositif transmédiatique, à savoir un site Internet, mais également un jeu de cartes, mais également des fascicules et des dépliants autour des questions de genre ou de sexualité, mais également un serious game que nous ne finissons pas d'augmenter. Donc, je crois que il a pour horizon ce serious game de continuer à croître. Et puis plus directement, dans 2 mois, un manga autour des teen séries, de manière à parler autrement de ce sujet. Euh, Également un livre augmenté en ligne à destination des adolescents et des adolescentes qui sera publié en septembre avec moult QR codes qui vont permettre de relier l'expérience des questions de genre et de sexualité des adolescents avec des supports de série. Et puis un colloque qui l'année prochaine donnera lieu à des actes de colloque, car vous le savez dans la recherche, on avance aussi sur la base de savoirs cumulés. C'est donc entre des expériences d'adolescents, d'adolescentes, d'enseignants, d'enseignantes, de parents et de chercheurs que je m'oriente aujourd'hui pour discuter avec vous de l'usage de cette in-série à destination des adolescents et des adolescentes, c'est-à-dire dans un usage pédagogique, mais aussi dans un usage citoyen, puisque vous allez le voir, travailler des sujets, ce n'est pas simplement les apprendre, les transmettre, c'est aussi s'inscrire dans des droits, dans un droit banal, un droit partagé, celui de la lutte contre les discriminations et du harcèlement notamment, que le programme EVARS se promet de soutenir. Alors, pour vous donner quelques éléments de méthode, je vais aller vite, mais les universitaires ont toujours besoin de rappeler leur méthode. Je crois qu'il y a un enjeu de légitimité là-dedans. Par chance, je suis pas psychanalyste, donc je vais aller vite, mais je le dis quand même. Euh, le projet donne lieu à une sélection de séries. Nous ne pouvions pas analyser l'ensemble des séries. Et donc en 2023-2024, nous avons demandé à un panel représentatif de jeunes, c'est-à-dire 15-20 ans, pour inclure les BTS ou les premières années de fac,
quelles étaient les séries qu'ils et elles regardaient. Vous vous en doutez, les séries regardées en 2023-2024 ne sont pas forcément les séries regardées en 2026. Et s'il y a bien un endroit où l'on peut s'autoriser à être infidèle, c'est bien dans les séries. Et les jeunes l'ont compris. Il y a donc un usage des séries, un visionnage des séries qui papillonnent. Les exemples que je vais utiliser là ne sont peut-être pas les exemples que vous serez à même d'utiliser l'année prochaine ou l'année d'après. Dans cette analyse, nous avons réalisé des entretiens, plus de 100 entretiens auprès de collégiens, de collégiennes, de lycéens, de lycéennes et d'étudiants et d'étudiantes en première année de fac qui nous ont fait des récits rétrospectifs de leur usage des séries. Nous avons été vigilants et vigilantes à bien être représentatifs en matière de cursus, mais aussi de sexe ratio, et nous avons insisté sur la présence de minorités dans cette somme d'entretiens. On a fait passer un questionnaire et je vous donnerai quelques résultats de ce questionnaire auprès de 1000 jeunes, un peu plus de 1000 jeunes, afin de traduire statistiquement ce qu'il en était de l'expérience du visionnage seul ou en groupe de ces séries. Alors, quand je dis le visionnage de ces séries, n'entendez pas que toutes les séries ont été vues de A à Z. Bien souvent, les séries sont picorées, regardées, arrêtées, euh, vues, vues en accéléré. Donc il y a dans cette formule comme ça un peu évasive, regarder une série, tout un ensemble de micro-pratiques qu'il faut entendre en tant que tel. Je le disais, donc un dispositif transmédia, un livre, mais aussi un site internet, j'en parlerai tout à l'heure. Vous l'avez ici déjà en lien, un carnet hypothèse intitulé Teen Série dans le QR code. Je vous laisse le flasher quand vous le voudrez. Ma collègue Mélanie Bourda présente le livre et la recherche dans une librairie. Alors, nous avons, je le disais, sélectionné des séries. Toutes les séries regardées il y a 3 ans ne sont pas forcément les séries que les jeunes regardent aujourd'hui. Nous avons passé un questionnaire en demandant aux jeunes quelles séries vous regardez, et nous avons essayé de regarder non pas simplement les séries qu'ils et elles regardaient, mais aussi les univers médiatiques, les univers sériels qui s'y réfèrent, des sites, des forums. Je le disais, plus de 1000 réponses, 1134 précisément, beaucoup de femmes, 70%, 28% d'hommes, 2% d'autres genres, beaucoup d'hétérosexuels, 78%, mais moins que dans la population générale, avec 4% d'homosexuels, 11% de bisexuels, 4% de pansexuels et 3% appartenant à d'autres orientations sexuelles. Il faut qu'on s'arrête un temps sur ces statistiques parce qu'elles nous disent quelque chose des teen séries. Elles nous disent d'abord que les séries pour les adolescents et les adolescentes qui sont des teen séries, c'est-à-dire des séries à romance, sont plutôt des séries à destination et avec des jeunes filles. On y voit beaucoup de jeunes filles, elles sont commentées par les jeunes filles et elles sont pensées beaucoup en priorité pour les jeunes filles. C'est un public cible que l'on connaît depuis assez longtemps. Dans les années 90, un célèbre livre qui vient d'être d'ailleurs pour partie traduit en français, intitulé Reading the Romance, s'interroge sur ces romans dits à l'eau de rose qui posent la question, mais que font les femmes à s'intéresser à ces questions de romance, à ces questions d'amour? Cela s'est développé dans les années 90-2000 avec des premières séries, Santa Barbara, Melrose Place, et puis aujourd'hui dans des séries dont on va voir des transformations majeures dans leur adresse envers les adolescents et les adolescentes.
Autre caractéristique, si statistiquement on a euh, beaucoup plus d'hétérosexuels, hein, ce qui est le propre de la composition sociodémographique française, on a dans les personnes qui regardent des séries à destination des adolescents une part tout à fait non négligeable, une surreprésentation des LGBTQIA+, pour le dire ainsi. Ça signifie que si nous nous étions intéressés aux séries policières, aux mangas ou aux séries de guerre ou d'histoire, nous aurions eu une composition sociodémographique différente de celle-ci. La teen série est une série marquée par un profil de genre et un profil de sexualité qu'il ne faut pas négliger et qui est d'ailleurs l'objet de notre rencontre. Alors, quelques points de précision. D'abord, une définition. On va quand même parler ensemble pendant encore une bonne heure et quart, une bonne heure et demie de teen série. Alors, essayons d'avoir le même vocabulaire. Alors, c'est quoi une teen série? Une teen série, c'est une série, je viens de le dire, qui ambitionne de toucher les adolescents et les adolescentes. Mais ça ne suffit pas à définir ce qu'est une teen série. Il faut aussi entendre par là qu'une teen série intègre dans ses arcs narratifs centraux, dans ses personnages centraux, dans ses intrigues centrales, des adolescents et des adolescentes ou des personnages pouvant être pensés, identifiés comme des adolescents et des adolescentes, ce qui change radicalement des séries de type AB Productions ou Beverly Hills, pour reprendre des séries françaises ou américaines des années 90. Et ce qui a changé, vous l'entendez bien, c'est d'abord que l'adolescence, ce ne sont pas simplement de jeunes adultes. Les personnages adolescents, ce ne sont pas non plus de jeunes adultes. Et donc, par conséquent, les problématiques abordées sont des problématiques d'adolescents, de collège ou de lycée. Alors, pour celles et ceux, et je renvoie à la dernière question de la slide, qui ont peut-être regardé Les filles d'à côté, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, ou bien des séries américaines de type Beverly Hills. Souvenez-vous, les questions de genre et de sexualité n'étaient jamais abordées. Elles étaient toujours effleurées. Il y avait toujours un jingle, un générique, une coupe nette qui ne permettait pas d'entrer dans les notions notamment de corporéité et d'intimité qui font une des, un des battements par minute des teen séries actuelles. Ce qui change donc, ce sont des populations cibles, ce qui change donc, ce sont des personnages visibles et qui permettent une identification. Ce qui change également, ce sont des sujets traités. Ce qui change encore un peu plus la donne entre les années 90 et aujourd'hui, c'est l'avènement d'Internet. Avec Internet, les séries sont commentées. Elles sont commentées immédiatement, elles sont commentées en grand nombre et à grande échelle. Ce faisant, elles sont aussi critiquées, diagnostiquées et, dans leur scénarisation, encouragées ou freinées par des groupes de jeunes que l'on peut nommer fans, par exemple, qui vont intervenir dans les choix sériels, les choix d'écriture, les choix de personnages, les choix de mise en visibilité de certains sujets. L'intervention, donc, des fans est plus immédiate, plus massive et plus régulière avec Internet qu'elle ne l'était avec un fanzine dans les années 90 ou 2000 qui était publié tous les 6 mois ou tous les trimestres et qui était bien souvent contrôlé par la maison de production elle-même. Autre élément intéressant dans ce qui change autour de ces teen séries, c'est le mode de diffusion. Jusque-là, ou tout du moins jusqu'à Netflix, nous avions un mode de diffusion qui était plutôt télévisuel,
Alors, ce mode de diffusion engendrait des modalités à la fois de visionnage des séries et de négociation des séries propres à la télévision. Rappelez-vous cette époque où il y avait une télévision dans le salon. Alors, il y en a peut-être encore hein, chez certains et certaines, mais quand il y a une télévision dans le salon et que cette télévision n'est pas branchée à Netflix, comme c'était le cas dans les années 90-2000, eh bien, il fallait tous les soirs négocier quelle série la famille regardait. Bien souvent, les choix des enfants passaient en second avis, eux qui avaient tout l'après-midi pour regarder Dorothée ou d'autres dessins animés, ce qui fait que la négociation autour de la série incluait moins l'adolescent et l'adolescente qu'aujourd'hui. Et pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, si on n'inclut pas l'adolescent ou l'adolescente dans le choix du visionnage, il et elle pourra, et d'ailleurs il ne se prive pas ou elle ne se prive pas de le faire, partir dans sa chambre, regarder Netflix ou Amazon Prime sur son smartphone. La démultiplication des supports de visionnage de séries, mais aussi l'individualisation de l'usage de la série, fait que l'espace de la négociation et du partage qu'était la famille devient aujourd'hui un espace indispensable de nouvelles communications autour de ces dispositifs culturels. Beaucoup de choses ont changé. Donc, entre les années 90 et 2000, et puis, on verra que ce qui a changé également avec Netflix, hein, principalement, c'est l'apparition de communautés. Alors, j'ai dit deux mots et j'aimerais quand même revenir sur ces mots-là. Le premier mot, c'est le mot d'usage, hein, usage des teen séries. Pourquoi c'est important de comprendre les teen séries et leurs usages? Car à travers l'usage des teen séries, il se dit quelque chose, pas simplement de la série elle-même, mais de l'adolescence contextualisée, dans un moment où les questions de masculinisme, de masculinité, dans un moment où les questions de santé mentale, dans un moment où les questions de minorité, de genre, de minorité, de sexualité, dans un moment où les questions de féminisme semblent à la fois bien mieux maîtrisées qu'hier et dans un même mouvement toujours mis en péril par des discours conservateurs, des discours oppositionnels. Et peut-être que dans vos propres établissements, vous en faites d'ailleurs les frais. Les programmes EVARS d'aujourd'hui, comme les ABCD de l'égalité d'hier, sont la preuve que les avancées ont pour corollaire immédiat des résistances non négligeables. Et puis, j'ai parlé de fans de séries, et j'insiste bien sur la notion de fan. Mélanie Bourda, avec qui je travaille, à moins que ce soit elle qui travaille avec moi, ça dépend des moments, insiste sur le fait que les fans ne sont pas des réceptacles passifs des imaginaires et des dispositifs qui leur sont donnés. De ce point de vue, les sciences de l'information et de la communication ont depuis longtemps rompu avec l'idée bourdieusienne, notamment dans le livre de Pierre Bourdieu sur la télévision, selon laquelle l'individu passif est un réceptacle de la télévision et va donc, par le visionnage de la télévision ou aujourd'hui des séries, modifier son comportement, modifier jusqu'à son tempérament et ses représentations par une force à la fois diffuse dont on ne connaît pas vraiment l'origine, mais dont on verrait bien la cible, le ou la téléspectateur, téléspectatrice. Euh, donc je disais des images diffuses, des représentations diffuses d'un discours. Un discours capitaliste et libéral pour Pierre Bourdieu, un discours que l'on pourrait aujourd'hui qualifier de dépossessif pour les jeunes. Ce ne serait plus eux qui réfléchiraient, ce seraient les séries qui les feraient réfléchir, jusqu'à réfléchir à leur place. Je crois que la page a été tournée de ce moment où l'on pensait l'individu passif et dépossédé face à son écran. Vous, comme moi, comme les jeunes adolescents et les jeunes adolescentes, sont pour partie, évidemment, toujours pour partie, mais quand même, réflexifs et réflexives
dans les images qui leur sont données à traiter et à emmagasiner. Dans le livre, nous avons traité différentes questions. On ne pourra pas toutes les traiter aujourd'hui. L'idée du crush, de la première rencontre, de la rencontre qui est fantasmée, du premier amour. Alors quand j'ai fait lire le livre à ma mère et à ma tante, ma maman va fêter la semaine prochaine ses 79 ans, elle me disait, bah alors moi, à mon époque, on disait qu'on avait le béguin. Alors, c'est un terme que j'avais déjà entendu sans le relier. Alors, peut-être aujourd'hui que les jeunes ne disent plus qu'ils ont le béguin, c'est-à-dire qu'il y a un amour qui ne s'est pas matérialisé, hein, mais qu'il s'agit d'une relation qui est envisagée. Ça veut dire quoi aujourd'hui avoir un crush avant d'avoir un date? Eh bien, Christine Détré, dans ce livre, nous répond à la question, elle qui a travaillé sur ça. On a travaillé également sur l'entrée en sexualité, hein, comment les images des séries médiatisent, diffusent, permettent d'interpréter la première fois. Nous avons également travaillé sur le coming out et j'ai plus spécifiquement travaillé sur la question des minorités LGBTQIA+, avec une série dont on va traiter tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous disent ces jeunes? Vous imaginez bien qu'une centaine de jeunes que nous avons en entretien, c'est des heures et des heures d'enregistrement et fatalement des choses tout à la fois intimes, passionnantes, parfois de l'ordre du secret qui nous sont déposés. Alors, plusieurs éléments dont vous allez voir qu'ils débordent assez spontanément de la question LGBT ou de la question des teen séries. En ce sens, les teen séries sont des révélateurs, des révélatrices, hein, de l'adolescence contemporaine. D'abord, on peut souligner que dans la bouche des jeunes, les séries créent des communautés. Elles créent des communautés, ça veut dire quoi? D'abord qu'elles créent des communautés de fans, des communautés de jeunes qui vont bien sûr s'identifier aux personnages, bien sûr suivre la série, mais plus encore, des jeunes qui vont participer. Et là est tout l'enjeu de travailler sur les fans participatifs, des jeunes qui vont participer et commenter les séries. En commentant les séries, les jeunes vont s'affilier ou se désaffilier à d'autres jeunes en fonction de leur interprétation ou de leur point de vue sur un arc narratif ou sur des séries. On a donc des communautés numériques qui se créent, mais nous avons aussi des communautés physiques qui se créent. Dans un témoignage que nous publions le mois prochain avec Mélanie Bourda dans l'École des parents, qui est une revue de vulgarisation sur la question éducative que vous connaissez peut-être, nous restituons un entretien avec un jeune garçon qui, en terminale, raconte que, avec ses copains et ses copines, eh bien, après les cours du vendredi, le soir, c'est série. Et ce faisant, il et elle ont constitué des routines, des habitudes, des traditions, plus encore des solidarités. Le moment de la série est un moment de l'attention partagée. Sachant qu'il et elle regardaient la série, un autre jeune de la classe a voulu s'affilier au groupe parce que lui aussi aimait la série qui était regardée, en l'occurrence ici, Sex Education. Ce qui est intéressant dans la démarche que fait ce jeune, ce n'est pas simplement de rejoindre un groupe déjà constitué, ce qui en soi peut être perçu comme une épreuve, hein, une épreuve par étape, apprendre le groupe, apprendre les codes du groupe, se faire une place. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeune avait perçu que le groupe qui regardait Sex Education était principalement composé de filles et de gays. Il n'avait pas fait son coming out et il a attendu de voir les réactions de ce groupe d'amis face à des personnages fictifs LGBT pour faire son coming out dans le groupe d'amis qu'il espérait voir se constituer. Les séries, elles ne créent donc pas que des communautés en ligne, même si elles les créent évidemment, elles créent aussi des communautés matérielles
des communautés IRL, hein, in real life, des communautés de solidarité et des communautés de confiance. Quelque chose d'assez banal, au fond, lorsque on sait qu'un groupe est attentif à une problématique ou que potentiellement ce groupe est attentif à une problématique, alors on va espérer, si cette problématique nous touche, être intégré au groupe d'une manière ou d'une autre. Et cela vaut à la fois pour des problématiques environnementales, des questions sportives, la maladie ou des questions d'identité. Au fond, vous le voyez, ce que permet la série, c'est de rompre avec parfois la solitude et l'isolement. Rompre aussi également avec le secret, puisque la série offre par sa médiation des groupes de discussion et, je le répète, des groupes de solidarité. Néanmoins, on l'a déjà dit, je me permets de le rappeler, les teen séries sont des séries marquées par un double facteur, un facteur âge et un facteur genre. Le premier facteur, le facteur âge, nous montre que tout le monde ne regarde pas les teen séries de la même manière. Il existe des teen séries qui sont très réalistes et d'autres teen séries qui vont plutôt mettre l'accent sur l'esthétique, sur certaines pratiques. Et je pense, par exemple, euh, à des séries comme Euphoria, qui ont une esthétique sérielle, une musique également, qui mettent en scène un rapport au corps avec de la drogue, avec des soirées, avec des sorties, ou la série Elite, hein, qui met aussi en scène des amours adolescents et des amours adolescentes dans un contexte bourgeois. Euh, Ces facteurs âge nous montrent que l'abstraction des séries ne permet pas de recueillir l'attention de tous les âges des adolescents et des adolescentes. Plus la série part dans des thématiques abstraites, notamment esthétiques ou musicales, plus la série part dans des mondes abstraits, plus le monde de la nuit ou le monde bourgeois, qui n'est pas communément partagé par les collégiens ou les lycéens, plus la série traite de sujets propres à un certain âge, la sexualité, les boîtes de nuit, plus l'âge des spectateurs et des spectatrices va être corrélé à la thématique de la série. De manière assez classique, là encore, me direz-vous, puisque j'imagine que si vous vous êtes connecté aujourd'hui, c'est que vous avez, de près ou de loin, déjà regardé ce qu'était le programme EVARS. Et le programme EVARS, comme tout ce que dit la psychologie du développement et comme tout ce que dit la psychologie autour des questions de genre et de sexualité des adolescents et des adolescentes, c'est précisément que à chaque âge, son imaginaire, à chaque âge, son vocabulaire, à chaque âge, sa manière d'aborder des thématiques. Alors, des psychologues que vous connaissez peut-être, comme Véronique Rouillet, ont schématisé ce qu'on pourrait appeler un processus psychosexuel banal de l'adolescence. Et grosso modo, entre 0 et 3 ans, l'enfant apprend qu'il a un sexe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sait précisément à quoi sert ce sexe. Ça ne veut pas dire qu'il sait précisément la forme, la fonction ou les attentes sociales qui sont accolées à ce sexe. Mais vous le savez sûrement si vous avez des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, des enfants ou des petits-enfants, entre 0 et 3 ans, l'enfant touche son corps et donc apprend la localisation de son sexe. À partir de 7 ans, l'enfant, donc je parle ici de la primaire, à partir de 7 ans, l'enfant sait qu'il appartient à un groupe de pairs genrés. Ça veut dire quoi que l'enfant sait qu'il appartient à un groupe de pairs genrés? Ça signifie, et vous le savez peut-être là aussi, si vous avez des enfants, des petits-enfants, des voisins, des neveux, ou si vous-même vous avez travaillé en primaire,
qu'à partir de 7 ans, demander aux enfants garçons de tenir la main aux filles, ou bien aux enfants filles de tenir la main aux garçons, c'est bien souvent une promesse que personne ne tient, parce que, tu sais, moi je suis pas un garçon, tu sais, moi je suis pas une fille. Et la dislocation, en monde genré, en espace sexué, s'effectue très rapidement à partir de 7 ans. La cour de récré est un espace d'investigation à l'infini pour les sciences de l'éducation qui travaillent sur les questions de genre de ce point de vue. À partir de 10 ans, avec la puberté, l'enfant, alors c'est plus ou moins 10 ans évidemment, comme c'est plus ou moins 7 ans évidemment, à partir de 10 ans, avec la puberté, l'enfant sait qu'il détient quelque chose que l'on pourrait nommer non pas une identité, c'est peut-être encore trop jeune pour l'exactitude des mots et l'exactitude du label identitaire, peut-être pas une pratique sexuelle, c'est encore trop jeune pour parler de pratique sexuelle, mais, quoique, mais en tout cas, l'enfant sait qu'il a une attirance sexuelle. Les premiers émois, dans toutes les biographies, qu'elles soient homosexuelles, bisexuelles, hétérosexuelles, s'ancrent dans ce moment de la vie, sans pour autant que, à partir de 10 ans, on puisse dire que l'enfant est endigué, canalisé, déterminé dans sa sexualité. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour que vous compreniez que, à l'arrivée au collège, dès la sixième, les enfants se sont au moins posé 3 questions, avec leurs mots, avec leurs interrogations, ou peut-être n'ont-ils pas osé les poser, mais que ces questions sont en toile de fond. La première, que faire de mon sexe? La seconde, où vont mes désirs? La troisième, comment je m'équilibre de manière individuelle, mais aussi réputationnelle, collective, entre le masculin et le féminin. Ça veut donc dire que dès la sixième, les enfants commencent à apprendre à être des garçons, des filles, des homos, des hétéros, et commencent à tâtons aussi quelque chose de la pratique sexuelle. Dans des âges qui varient, l'Institut national d'études démographiques aura par exemple montré, avec les travaux de Marie Bergstrom, publiés il y a maintenant 2 ans, que l'âge du premier rapport sexuel tend à augmenter légèrement, que la part des LGBTQIA+ tend aussi à augmenter chez les jeunes générations. Donc, soyons précis, ce qui se passe aujourd'hui dans la jeune génération n'est pas ce qui se passait il y a 15 ou 20 ans. Le facteur âge est donc très important, à la fois en matière d'identification, à la sexualité, à la pratique sexuelle, au désir sexuel, à l'identité peut-être qui se construit, mais le facteur âge est aussi important d'un point de vue psycho-cognitif. Plus la série touche à des abstractions de relations ou de lieux, moins la série permet l'identification et donc est utilisée, mobilisée, regardée par les jeunes. Et puis un facteur genre, il y a bel et bien dans les teen séries des teen séries pour les garçons et des teen séries pour les filles. Massivement, les teen séries sont pour les filles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a donc pas d'espace pour les garçons, puisque si 78% des filles répondantes sont hétérosexuelles, c'est bien la preuve que à côté d'elles, il y a des garçons. Les pères, les petits copains, les meilleurs amis, les groupes de potes. Bref, qu'en travaillant sur les teen séries, on ne travaille pas simplement qu'à destination des filles, on travaille aussi avec ceux qui les entourent. Un petit facteur que je voudrais souligner dans les teen séries, c'est le facteur identité sexuelle. Vous l'avez vu, on a 22% d'LGBTQIA+. Alors pour celles et ceux qui ont besoin que je rappelle l'acronyme, lesbienne, gay, bi, trans, intersexe, queer et asexuel. On rajoute parfois le P de pansexuel.
et je reviendrai tout à l'heure sur ces notions. Les teen séries renvoyant à des questions d'amour, d'intimité, de corps, de secrets partagés, euh, touchent à des sujets qui, c'est vrai, vont toucher beaucoup plus les LGBTQIA+, proportionnellement à la population générale, hein, j'entends, que les hétérosexuels. Autre point dans ce que nous disent les jeunes, c'est ce tiraillement, et j'imagine que vous l'avez déjà entendu, soit dans vos classes, soit peut-être même chez vous, ce tiraillement entre ce que disent les séries et ce que disent les parents. Alors, ce premier tiraillement, il est à souligner de deux façons. Premièrement, il se peut que les parents soient réfractaires à des visionnages de séries, avec des contrôles parentaux, avec des limitations d'âge, et que les jeunes finissent quand même par les regarder, parce que les jeunes ont un usage des réseaux sociaux, notamment sur leur smartphone, que les parents finissent par ne plus savoir contrôler. Deuxièmement, il se peut aussi que les parents à table, au repas de famille, à la maison, ou dans les loisirs plus généralement, en viennent à dénigrer l'objet même d'une série. Ce ne serait pas un joli support d'identification, ce ne serait pas la vraie vie, ce ne serait pas la vie réelle, ce serait des bêtises. Alors, je ne sais pas quelle expérience de vie vous avez, mais ma grand-mère m'a toujours dit que les séries que je regardais, c'était pas la vraie vie, n'importe quoi, que je bêtifiais, que j'avais mieux à faire, que c'était pas comme ça que j'allais réussir mes études. Et puis, il est probable qu'elle ait dit la même chose à ma mère, lorsqu'elle regardait elle aussi la télé dans une époque où il n'y avait que trois chaînes. Et puis, il est probable que ma cousine le dise aujourd'hui à ses neveux. Bref, il y a une sorte de répétition du mépris d'âge face à cet outil culturel, cette industrie culturelle que sont les séries. On retrouve généralement ça avec la pop culture, avec le rap, avec la pop musique, hein, un dénigrement, une minoration de ces outils culturels dans la construction des adolescents et des adolescentes. Or, nous sommes grosso modo tous passés par là. Alors, je dis ça, mais je ne voudrais pas dessiner autour des teen séries que des conflits familiaux ou des incompréhensions ou des minimisations. En réalité, les teen séries, comme l'ensemble des outils pop culturels, permettent aussi bien souvent des socialisations inversées qui nous permettent de voir des négociations dans les conflits, notamment d'usage et de représentation. Alors, ne parlons pas de teen série, mais parlons d'autres choses qui renvoient à des pratiques banales d'adolescents et d'adolescentes dans une industrie pop culturelle qui dépasse hein, la série, qui pourrait par exemple concerner les jeux vidéo ou la musique. Actuellement, avec Mélanie Bourdard, on travaille sur les complémentarités entre les usages de jeux vidéo, de séries ou de musique chez les adolescents et les adolescentes. Quel parent ne s'est pas vu proposer par son enfant de prendre le joystick ou la manette d'un jeu vidéo pour jouer avec lui ou pour jouer avec elle? Bien sûr, l'objet est toujours d'humilier le parent pour lui dire qu'il n'a rien compris et qu'il est nul, ce qui, au demeurant, est quand même particulièrement vrai en ce qui concerne les jeux vidéo, plus la mère que le père, et donc par conséquent, on finit par s'énerver auprès de la maman qui ne parvient pas à jouer, donc on finit par ne jouer qu'avec le père. Je dessine une histoire qui est caricaturale, mais comme disent les Anglais, it's a cliché, but it's true. Hein, ça marche quand même à plein régime. Deuxième exemple, ce moment où l'enfant va partager avec les parents, peu importe d'ailleurs la forme de la parentalité et du couple, des moments musicaux. Et pour avoir travaillé récemment sur Taylor Swift, je vous renvoie à un podcast sur France Inter intitulé Taylor Swift, ma fille et moi, d'un papa journaliste qui se voit commander par la radio publique un documentaire et un podcast sur Taylor Swift.
Et il sait que sa fille est fan de Taylor Swift, et lorsqu'il part aux États-Unis sur les traces de Taylor Swift, il amène sa fille. Et tout le podcast, en 6 épisodes, me semble-t-il, est bien sûr un podcast sur les traces de Taylor, mais plus encore pour ce papa, un podcast sur les traces de sa propre fille, qui est pourtant à 1 mètre de lui lorsqu'il conduit dans le désert américain de ville en ville sur les traces de la chanteuse. Dans la voiture, la fille lui fait écouter Taylor et elle lui dit quelle chanson elle aime, quelle chanson elle écoute avec ses copines. Et le papa se rend compte que une chanson revient, il lui demande ce qu'elle veut dire pour elle, et la jeune fille lui raconte des interrogations sur son rapport au corps. Peut-être que le fait qu'il l'ait amenée aux États-Unis a créé une synergie entre le papa et la fille, et en off du documentaire, du podcast, le papa raconte que il a découvert que sa fille s'interrogeait sur des questions sexuelles ou sur ses règles, et notamment avec des chansons de Taylor ou des forums de fans de Taylor. Jamais il ne s'était posé réellement la question, ou plutôt jamais il n'en avait parlé à sa fille. On a donc là un objet culturel, une interface culturelle qui montre que lorsqu'il y a une attention parentale à l'objet culturel apprécié par l'enfant, les conflits de représentation deviennent des interfaces, peut-être pas d'éclairage symétrique, d'éclairage flagrant, mais qui dessinent des chemins de crête entre ce que vivent les adolescents et ce que peuvent percevoir, comprendre les adultes. Plus encore, on a des témoignages, notamment autour des teen séries, de réunions familiales où ce sont les adolescents qui vont socialiser les parents à des questions qu'ils ignorent. Un exemple, euh, un papa qui fait un commentaire sur, et on y reviendra tout à l'heure, sur l'impossibilité lorsque on a une religion d'être homosexuel, et une jeune fille qui lui dit, tu devrais regarder Sex Education, papa. Il y a des personnages chrétiens, par exemple, enfin catholiques ou musulmans, qui font leur coming out sous les yeux étonnés du papa, qui se rend compte que c'est une question abordée par les séries, que semble assez maîtriser sa fille, au moins par l'expérience spectatorielle, et qui permet à la jeune fille de socialiser son papa sur l'ambivalence des identités, sur la nécessité du coming out, sur la complexité des affiliations et des identifications de ses camarades de classe notamment. Socialisation inversée que vous connaissez par ailleurs, vous avez, j'imagine comme tout le monde, soit fêté les fêtes de fin d'année, soit fait un anniversaire récemment. Ça m'est arrivé dans ma propre famille. Et lorsqu'il y a un commentaire sur l'actualité politique, sur les questions d'intimité, ou sur des personnes que nous connaissons dans la famille, jusque-là, en tout cas historiquement, c'était les parents qui parlaient, et encore plus le patriarche. Récemment, on a vu une inversion des rôles avec des enfants qui, par leur expérience culturelle, spectatorielle, relationnelle, proposaient un point de vue. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans mes repas de famille, eh ben, quand mes neveux et nièces parlent, on finit par les écouter. Alors, inversion de la prise de parole, ce n'est plus le patriarche qui est au bout de la table et qui donne le là du repas, ce sont les enfants qui presque nous font en morale parce qu'on n'a pas regardé la dernière série, et ils ont sûrement raison parce que cette dernière série, elle a l'air absolument géniale. Bref, une socialisation inversée qui montre que le rôle des séries est aussi un rôle d'échange, hein, au sein de la famille, pas simplement un rôle de tension. Je le dis avec d'autant plus de pesanteur que euh, les questions de violence scolaire ont, même en ce début d'année, été interprétées, notamment politiquement, hein,
notamment par Emmanuel Macron, comme on y reviendra, des phénomènes influencés par les médias, notamment par les jeux vidéo et les séries, qui n'influenceraient que de la violence ou que du conflit. Bon, soyons modérés hein, sur cette lecture négative des séries ou des jeux vidéo. Il y a bien sûr plein d'autres choses qui se passent à côté de ces phénomènes tout à fait paroxystiques. Autre point important dans les témoignages de ces jeunes, c'est le conflit, le tiraillement euh, entre l'école et les séries. Tout se passe comme si le discours de l'institution était paradoxé par l'irruption au sein de la classe des références, notamment sérielles. On a dans quelques séries, je pense à Sex Education ou je pense à Heartstopper, on le verra tout à l'heure sur ces deux séries, des moments dans les séries où les adolescents et les adolescentes bénéficient d'un cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, soit avec des interventions, des intervenants, des intervenantes externes de l'école, soit avec une infirmière scolaire. Et dans les deux cas, on a classiquement les garçons au fond de la classe qui rigolent, on a classiquement des filles qui aimeraient apprendre deux, trois choses, mais qui se sentent peu discutées par le dispositif qui leur est offert, et une minorité LGBT qui en conclut à chaque fois que tout ça, ils le savaient. Tout ça, ils le savaient parce qu'ils l'avaient déjà lu. Tout ça, ils le savaient parce que ils s'étaient déjà renseignés. Tout ça, ils le savaient parce que ils avaient vu des représentations dans les séries. Et tout ça, ils le savaient, et ça donne l'impression que celui ou celle qui intervient est, je cite, à la ramasse, anachronique par rapport au moment qui nécessite un apprentissage et qui est offert dans un geste d'immédiateté hein, par les séries ou les réseaux sociaux. Je le dis d'autant plus qu'on a un programme EVARS et pas EVAS, vous m'excusez, j'ai oublié une lettre dans l'acronyme, euh, qui lui aussi ne respecte pas d'ailleurs tout à fait hein, le développement psychosexuel du jeune ou de la jeune. J'en veux pour exemple, dans le programme EVARS, l'évocation des questions d'identité de genre au lycée, alors même que nous venons de voir que les identités de genre, suis-je un garçon, suis-je une fille, comment je m'équilibre en tant que garçon, comment je m'équilibre en tant que fille, sont des questions et des préoccupations que se posent les jeunes, et ce dès la primaire, dès qu'ils appartiennent ou pas à des groupes de pairs genrés. La non-superposition ou la superposition toujours imparfaite du programme EVARS avec le développement singulier de l'individu fait que dans une immense majorité des cas, nous avons des jeunes qui nous disent on n'a pas attendu que l'infirmière ou que l'intervenant ou l'intervenante pour nous le dise pour se renseigner. Et quand bien même l'intervenant, l'intervenante ou l'infirmière, excusez-moi, je le mets au féminin parce que je n'ai rencontré que des infirmières euh, proposerait un vocabulaire, un champ lexical, des représentations qui colleraient au moment de vie du jeune ou de la jeune, on a aussi très massivement des jeunes qui nous disent, écoutez, le mot qui a été employé, c'était pas le bon. Les représentations, elles sont déjà obsolètes. Et se connecter aux imaginaires des adolescents, en ce moment particulièrement, c'est se connecter à une volatilité hein, des imaginaires et des vocabulaires bien plus forte aujourd'hui qu'hier. Mais vous l'avez sûrement hein, toutes et tous vécu. À titre personnel, c'est enregistré, c'est pas très grave, c'est une histoire que je raconte aisément. J'ai fait mon coming out quand j'étais en seconde, dans un lycée où ben, j'étais à l'époque quasiment le seul, peut-être même le seul à avoir fait son coming out. Et lors du cours, ce qu'on appelait le cours d'éducation à la sexualité jadis, l'infirmière nous avait donné des photos qu'il fallait commenter. Et dans ces photos qu'il fallait commenter, j'étais tombé, moi,
sur un groupe de motards. Et c'était en terminale, je crois. Et en terminale, j'avais déjà été dans des bars gays, dans plusieurs sortes de bars gays. Et pour moi, un groupe de mecs habillés en cuir, ben désolé, hein, ça renvoyait au moins à une partouze. Autant vous dire que l'idée même de cette pratique sexuelle énoncée en cours, qui pour moi pouvait relever non pas d'une banalité, mais d'une potentialité évidente, a comme estomaqué l'infirmière scolaire qui était la maman d'une amie, donc on en a rediscuté plus tard, et qui m'a déposé ce que m'ont déposé les infirmières que j'ai pu rencontrer, la projection que se font les adultes des savoirs et des pratiques des jeunes ne, ne, ne pose jamais parfaitement, réellement, ce que vivent et ce que se représentent ces jeunes. Alors peut-être faut-il partir des imaginaires et des pratiques des jeunes plutôt que d'appliquer un programme et à cet égard, peut-être que les séries sont de bons outils pour partir des discours et des imaginaires des jeunes. Autre point que je voudrais évoquer avec vous et qui était tout à fait manifeste dans les entretiens que nous avons réalisés, ce sont les modèles, les identifications et les complexifications des mises en récit dans les vécus des adolescents et des adolescentes, mais aussi dans les séries. Alors, je donnerai un exemple, peut-être que je reviendrai dessus tout à l'heure. Dans Heartstopper, on le verra tout à l'heure, il y a un personnage qui cherche quelle est son identité sexuelle. Il est entouré de jeunes gays, de jeunes lesbiennes, de jeunes trans, quasiment tous en couple, qui le sont toute la série ou qui le sont à plusieurs reprises durant la série, et lui ne parvient jamais à être en couple. Il va donc chercher à lui aussi se mettre en couple et il va penser qu'il pourrait être gay et se mettre en couple avec un garçon. Mais rien ne se passe, les envies ne viennent pas et il préfère rompre. À la fin de l'année, il y a le bal de fin d'année, tout le monde se prépare, tout le monde se fait beau et lui n'y va pas dans ce bal de fin d'année. Alors, le bal de fin d'année dans les imaginaires adolescents et adolescentes, vous savez, c'est quelque chose de très marqué. Tout le monde a vu le film Carrie, le film d'horreur, où à la fin, elle est recouverte de sang parce que des camarades de classe lui font une mauvaise blague. Tout le monde a peut-être vu aussi la série à succès Mercredi de Tim Burton, qui reprend cette scène d'une mercredi qui, gothique, ne se fait pas d'amis et donc ne veut pas aller au bal de fin d'année, parce que l'enjeu, c'est de ne jamais être seule, de ne pas subir des colibés, et qui, elle aussi, finit par être recouverte de sang, parce que c'est un imaginaire euh, euh, cinématographique qui est ici reproduit. Dans Heartstopper, c'est le même arc narratif qui est utilisé. La fin de l'année arrive, et alors que tout le monde se fait beau et que tout le monde veut se voir, ce garçon, lui, reste seul. Il reste seul, mais il fait quelque chose, il va au CDI. Et au CDI, comme c'est le mois de juin et que c'est le mois des fiertés, il y a une table avec plein de livres sur les questions LGBT. Il en a déjà lu plein, et il en trouve un nouveau, et ce livre, il va donner une définition à ce garçon, c'est la définition d'asexualité. Les personnes asexuelles, qui sont des personnes qui peuvent ne pas éprouver de désir ou d'envie de la pratique sexuelle momentanément ou tout au long de leur vie. Alors que tout le monde s'amuse, il reste au CDI et il retourne voir ses copains en leur disant: je sais ce que je suis, je sais comment m'identifier. J'ai lu un livre et je pense que je suis asexuel. Je ne vais plus m'entêter à chercher quelqu'un. Pour l'instant, il n'est pas anormal
de ne pas en avoir besoin, de ne pas en avoir envie. Les questions d'asexualité, mais aussi les questions d'intersexuation, les questions de transidentité, les questions de coming out multiples. Je suis musulman et homosexuel, je suis homosexuel et j'ai un trouble du comportement alimentaire, nous montrent que les identités qui sont aujourd'hui montrées dans les séries sont des identités plus complexes, des modèles plus complexes, et que cela offre aux adolescents et aux adolescentes des modalités d'identification plus variées et donc potentiellement une affiliation à ces séries plus manifeste, plus immédiate, plus charnelle. Un dernier point, et après on prendra peut-être quelques minutes pour faire une légère pause de questions-réponses, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses avant de reprendre euh, mon propos. Les jeunes nous ont aussi posé cette question. Faut-il en être une personne trans, une personne homosexuelle, une personne musulmane pour pouvoir jouer une personne trans, une personne homosexuelle, une personne musulmane? Et là se joue quelque chose de nouveau. Dans une société des identités, le propos et l'incarnation semblent d'autant plus légitimes que la personne porteuse de ce discours prétend ou assure l'avoir vécu. On a ici un paradoxe, on ne demande bien sûr pas vraiment à l'ensemble des enseignants d'être gays ou lesbiennes pour parler d'homophobie, on ne leur demande pas d'être ou d'avoir été gros ou grosse pour parler de grossophobie, mais on voit que c'est que chez ces jeunes, dans une société des identités, la question de l'incarnation se pose avec une pesanteur plus massive que jadis. À cet égard, l'usage des interventions en milieu scolaire semble tout à fait heuristique, en tout cas pour nous, du point de vue de la recherche, porteuse d'un savoir nouveau sur les adolescents et les adolescentes. Je m'arrête là quelques minutes parce que je vois que dans le chat, il y a plein de questions. J'ai été jusqu'au bout de mon argumentaire sur les entretiens. J'ai plein de choses à vous dire encore, mais priorité à vos questions. Oui, merci Arnaud. Alors, je vais relayer les remarques, les demandes de témoignages et l'unique question qui a été posée. Donc, en lien avec ce que tu as dit sur le fait de partir des discours et des imaginaires des jeunes, la question qui a été posée, c'est que l'imaginaire des jeunes dans une classe est très hétérogène d'un jeune à l'autre. Comment faire pour partir de cet imaginaire? Et ensuite, Une excellente question et je l'ai vu passer dans le chat. Alors c'est une question qu'on nous pose lorsque nous formons pragmatiquement avec des séries. Et vous verrez à la fin de ce support que je vous propose des jeux, un serious game, un jeu de cartes qui permet de partir de l'imaginaire des jeunes. Alors, dans le dispositif que nous avons créé, nous avons isolé de tout petits bouts de série qui parlent de thématiques. Comme dans le livre que je vous ai présenté au début, nous parlons de thématiques, de coming out, de transidentité, et le but est de relier l'hétérogénéité de ces savoirs au sein de la classe vers des savoirs communs, la lutte contre les discriminations, le droit, mais aussi des savoirs historiques ou artistiques. Mais tout cela part des commentaires et des représentations des jeunes sur la base des séries, car ils ou elles connaissent tous l'outil sériel, et même s'ils n'ont pas vu cette série, eh bien, ils ont une aptitude à commenter les séries, car les séries s'inter-répondent ou sont utilisées comme des réponses données d'emblée sur Insta, sur X, sur TikTok ou sur Snap, faisant que tout le monde a vu au moins les extraits des séries à la mode actuellement.
Donc partir des représentations, partir du récit des séries, partir des imaginaires des jeunes, y compris lorsque ces imaginaires sont contradictoires, kaléidoscopiques au sein de la classe, mais partir du vocabulaire. Des jeunes, c'est ça l'objet pédagogique que nous tentons de développer, qui n'est absolument pas innovant, mais qui marche particulièrement bien avec les séries. Alors me direz-vous, oui, mais moi j'ai pas vu la série, comment je sais de quoi elle parle? Eh bien, n'ayez pas peur. Dans le dispositif que nous proposons pour chaque petite vidéo ou pour chaque personnage dans notre jeu de cartes un petit vadémécum qui rappelle la thématique et le contexte de la série. Après tout, vous n'avez pas besoin d'être spécialiste de la série pour laisser parler des jeunes sur une série. Ils s'autoréguleront entre eux pour savoir quel est le vrai ou le faux de l'arc narratif de toute façon. Alors, je pense que ça fait le lien, et j'espère ne trahir personne avec deux remarques qui ont été faites. Je les expose et tu vois s'il faut compléter. Mais donc, on a Alexandra qui a souhaité témoigner en tant qu'infirmière que les jeunes en EVARS ne montrent pas être si au courant, voilà, ne montrent pas être si au courant, donc, ni sur le consentement, ni sur les contraceptions, ni sur les IST, ni sur les modes et modalités d'attirance et relations. Et une personne a répondu à cette remarque en disant, ben oui, ça dépend vraiment du public. Comment gérer l'hétérogénéité quant à ces questions? Vous avez doublement raison. D'abord, il existe des thématiques que les jeunes maîtrisent beaucoup plus euh, que les moins jeunes, pour le dire ainsi. Et de ce que je viens de dire, à savoir les identités de genre ou de sexualité, on a visiblement chez les jeunes, en moyenne, donc je parle toujours de moyenne, c'est le drame de la sociologie, de parler de moyenne, une maîtrise du vocabulaire et une maîtrise des identités qui est, euh, qui est plus fine. Par exemple, je prends toujours cet exemple, mais donc t'as dû m'entendre 10 fois, Annelise, l'utiliser, mais je le trouve symptomatique d'une CPE qui reçoit une jeune fille dans son bureau et la jeune fille lui dit, donc c'est dans un lycée technologique composé à 99% de garçons, et la jeune fille lui dit qu'elle subit des comportements lesbophobes sur Instagram. Et la CPE lui dit, écoute, ici, tu as le droit d'être qui tu veux. Et donc, euh, bien sûr, on va combattre ce que tu vis, on va essayer de trouver qui est à l'origine et on va te défendre. Mais surtout, sache qu'ici, tu as le droit d'être qui tu veux, y compris lesbienne. Et la jeune fille lui dit, mais pas du tout, madame. Euh, je, je subis des attaques lesbophobes parce que j'ai une photo sur Insta où je tiens la main à ma meilleure amie, mais c'est que ma meilleure amie. Je ne suis pas lesbienne. Et si je devais me définir, dit-elle à la CPE, je pense que je me définirais plutôt comme pansexuel. Et la CPE, qui découvre le mot pansexuel au moment où il est prononcé, répond à cette jeune fille, il n'y a pas de problème, tu peux aussi te définir comme transsexuel. Et la jeune fille sait que le mot transsexuel est un mot de la pathologie qui définit une maladie mentale et donc que c'est un mot qui est stigmatisant. Elle se lève de sa chaise, claque la porte de la CPE, du bureau de la CPE, en disant que la CPE est transphobe. La CPE que je connais bien m'appelle et me dit Arnaud, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et l'enfer étant pavé de bonnes intentions, il s'avère qu'elle a utilisé, en effet, un mot qui est problématique et dont une grande majorité des jeunes savent aujourd'hui que c'est un mot problématique. Résultat, la CPE a couru dans le couloir pour lui dire qu'elle s'excusait parce qu'elle n'avait pas entendu que le mot utilisé était celui de pansexuel et qu'elle avait bien compris que transsexuel était peut-être pas le bon mot. Et la jeune fille s'est retournée en pleurs en lui disant, mais bien sûr, madame, excusez-moi, vous n'êtes pas transphobe. Et happy end, l'histoire, c'est bien fini. Ce que je veux vous démontrer, c'est que on a quand même aujourd'hui, lorsqu'on fait des sondages, lorsqu'on fait des enquêtes, de plus en plus de jeunes qui disent euh, je n'aurai pas je n'aurai pas de problème à avoir des copains trans ou des copains homosexuels. C'est moins vrai pour les anciennes générations. De plus en plus de jeunes qui n'utilisent pas le mot transsexuel mais trans. C'est moins vrai pour les jeunes générations. De plus en plus de jeunes qui connaissent le terme asexuel ou pansexuel. C'est moins vrai pour les jeunes générations. Donc,
on a du côté de la maîtrise du vocabulaire quelque chose qui se sédimente plus facilement chez les jeunes. Là où vous avez raison, c'est qu'il existe des thématiques où euh, les jeunes semblent encore euh, très ignorants. La question des IST, la question du consentement, la question du féminisme sont encore des questions à débattre, à remettre en question, et il existe de fortes inégalités territoriales. On le sait, les centres-villes, les espaces aisés sont des espaces où ces questions semblent moins sur le fil, moins tiraillées, moins opposées aussi que dans d'autres milieux, les milieux professionnels, les milieux agricoles, et vous l'aurez remarqué quand je prends ces exemples, les milieux de la masculinité. Les enquêtes, notamment de Isabelle Collet et de ses équipes, montrent que plus l'espace scolaire et l'espace qui entoure l'école est marqué par la masculinité, plus les questions de genre et de sexualité sont difficiles à aborder. S'ajoutent à ça des questions de religion et l'enquête notamment de préjugés, de stéréotypes de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ont bien montré en 2021-2022, c'est un peu vieux, mais déjà avait bien montré que lorsqu'il y a masculinité et lorsqu'il y a religion, ces questions ont du mal à émerger, tout du moins de manière sereine. Donc oui, vous avez raison, il y a des inégalités à la fois de perception de ces questions, d'usage de ces questions, de même qu'il y a des inégalités euh, au sein des établissements scolaires. Un établissement scolaire de centre-ville aura beaucoup plus accès à des interventions en milieu scolaire et des associations LGBT que des lycées de périphérie de ville ou de petites villes. Donc, je ne nie absolument pas les inégalités territoriales, les différences au sein de la classe et les différences thématiques hein, en matière de maturité des sujets. Et donc, pour finir ce premier tour de remarques et de questions, il y a eu 2 rebonds sur 2 séries, dont une que tu n'as pas évoquée pour définir ce que c'est ou pas une teen série. C'est donc en lien avec la socialisation inversée, il a été pris en exemple la série Adolescence, où il était évoqué que sur la thématique du harcèlement, c'est le fils qui décrypte auprès de son père enquêteur les émojis pour son enquête. Et puis, il y a eu un autre témoignage donc sur la série que tu as cité en exemple, Euphoria, où effectivement, je crois que c'est un participant souligne qu'il verrait bien l'exploitation d'une scène ou deux pour illustrer une thématique évarse au lycée. Il corrobore l'exemple que tu as cité avec la série Euphoria. Au lycée qu'au collège, hein, on voit bien que c'est une série qui nécessite ici une maturité. Alors, concernant Adolescence, on est très embêté avec Mélanie Bourda parce qu'on nous a souvent sollicité pour travailler autour de cette série, notamment à la rentrée de cette année, puisque après la diffusion de la série cet été, euh, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale avait mis en avant le fait que cette série devait obligatoirement être utilisée par les enseignants et les enseignantes pour travailler sur le harcèlement, la masculinité, le masculinisme, les violences et la socialisation des jeunes garçons. En réalité, rares sont les jeunes qui ont regardé cette série. Cette série a plutôt été regardée par les parents pour comprendre leur adolescent et pour comprendre le phénomène du masculinisme. Et d'ailleurs, euh, ce sont des journaux, hein, des médias très influents en matière de consommation culturelle qui l'ont promu. Alors bien sûr, Télérama, Le Nouvel Obs, Libé, et plus encore Le Figaro, bref, les Inrocks. Bref, on a plutôt un audimat, comme on dirait lors de la télévision, devant la télévision, plutôt adulte. Donc on est très embêté d'utiliser Adolescence comme une teen série
car elle n'est pas produite à destination des adolescents et elle n'est pas reçue majoritairement par les ados. On a d'ailleurs beaucoup de parents qui ont proposé à leurs enfants de regarder avec eux adolescents. Donc là, il y a une inversion par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, Au demeurant, on utilise dans le dispositif transmédia et dans le serious game que nous construisons encore là à l'heure actuelle, un épisode d'adolescence, ce moment où justement toute la classe reçoit un même emoji et donc toute la classe comprend ce qui se passe, mais ni les parents ni les policiers ne comprennent précisément ce qui est en train de se passer en matière de harcèlement et de réputation. Donc, je propose de clore avec cette dernière question, cette partie, pour aller sur la suite. Nous avons Fatia qui nous demande quelle stratégie pour que l'usage pédagogique des teen series contribue à favoriser l'engagement des élèves de lycée pro sans renforcer des stéréotypes sociaux ou scolaires déjà présents. Ce qui est intéressant, excusez-moi, j'ai vu une question dans le chat qui m'interpelle. Est-ce qu'il faut connaître tous les termes pour être un ou une bonne pédagogue? Sur ces questions-là, et sans inoculer chez vous de la frilosité, il me semble que, à minima, connaître deux, trois éléments de vocabulaire permet d'abord d'aborder sereinement la question auprès des jeunes et surtout de faire attention s'il y a des jeunes concernés dans la salle. Je voudrais juste insister sur ce point parce que euh, récemment, dans un lycée, j'ai eu l'occasion de regarder un manuel de SVT et de regarder comment était traitée la question de la sexuation. Et dans le chapitre sexuation, il y avait un terme qui était celui de trouble du développement et du trouble du développement sexuel ou d'anomalie du développement sexuel. Je le pointe du doigt euh, à la CPE en disant, mais vous utilisez ce manuel? Et la CPE me dit, quand on l'a reçu, on était bien embêtés parce que dans l'établissement, il y a une personne intersexe. Il y a une personne qui, malgré toutes ses opérations depuis la naissance sur ses organes génitaux, euh, a tenu la scolarisation et se voit prononcer par la bouche de la prof, parce que c'était une prof d'SVT, par le nom d'une maladie. Et le CPE me le dit, à ce moment-là, on a eu une discussion pour savoir comment aborder le chapitre de la sexuation. Euh, donc, je retrouverai la référence du manuel, je pense que c'était Hatier, c'était avant le confinement, donc en 2019 sûrement. Euh, et c'est vrai que le bon vocabulaire, c'est aussi une manière de faire attention à ces personnes qui sont peut-être dans la salle, mais dont on n'a peut-être pas perçu qu'il et elle étaient concernés par la question. Il y avait une question avant, Annie, si tu peux me la répéter, excuse-moi, je suis passé dans autre chose parce que j'ai vu cette question Oui, apparaître, elle me paraissait évidente, importante à répondre. la question, c'était de savoir quelle stratégie, au singulier ou au pluriel, pour que l'usage pédagogique des teen series contribue à favoriser l'engagement des élèves de lycée pro, professionnel donc, sans renforcer des stéréotypes sociaux ou scolaires déjà présents. C'est vrai que lorsqu'on est appelé avec Mélanie Bourda, c'est plutôt dans les lycées de centre-ville. Et lorsqu'on est appelé par des lycées professionnels ou technologiques, on nous demande d'utiliser d'autres types de séries. Des séries plus policières, des séries de type manga, des séries plus violentes, mais ce sont aussi des espaces où il y a plus de garçons. Et donc on se retrouve à discuter de préjugés et de stéréotypes de garçons sur des séries utilisées par des garçons avec des vocabulaires ou des références qui peuvent être tout à fait problématiques ou angoissantes pour les filles ou les minorités de genre ou de sexualité. C'est pourquoi, en passant par les teen séries, on passe par les imaginaires et les représentations qui concernent les personnes les plus fragiles. Avec un bémol.
à utiliser les questions d'agression sexuelle, de transidentité, euh, de grossophobie, de troubles du comportement alimentaire, dans une salle de classe où potentiellement il y a des jeunes concernés. On fait aussi l'épreuve et on le connaît parfaitement, hein, ce groupe-là, de ce groupe de jeunes garçons qui va rigoler, commenter et juger. Ça veut dire que s'il y a des personnes concernées dans la salle, elles peuvent vivre ce que les juristes appellent une double victimation, hein, une victimation du fait d'avoir été victime et une victimation à l'énoncé du critère de discrimination ou de harcèlement dont elles peuvent pâtir. C'est pourquoi, sur ces questions-là, le travail en amont est nécessaire, bien sûr avec la classe, mais aussi avec l'ensemble des professionnels de votre établissement. On peut penser aux documentalistes, on peut penser au CPE ou à l'infirmier ou à l'infirmière, car je ne sais pas si c'est arrivé chez vous dans votre établissement, mais depuis le début de l'année, j'ai été appelé dans plusieurs rectorats pour travailler sur ces questions. Et ce qui me marque, c'est que l'éducation nationale n'a pas su faire ce que les infirmiers, les infirmières à l'hôpital ou les travailleurs sociaux parviennent à faire malgré tout, c'est-à-dire des espaces où se discute la pratique. Or, à chaque fois qu'il y a, ou quasiment à chaque fois qu'il y a des cours évarses, je me rends compte que remontent dans les classes des témoignages, des traumas, des psychotraumas, des non-dits, des violences. Et rares sont les classes où il n'y a pas au moins un témoignage d'un ou d'une élève à qui il est arrivé quelque chose. Alors, je m'interroge toujours sur ces programmes EVARS ou sur ces dispositifs tels que ceux que je vous présente, qui ne sont pas accompagnés par un ou une infirmière scolaire, un ou une psychologue scolaire. Au moment même où on le sait, ces dispositifs vont faire remonter des questions individuelles. Alors je vois, hein, Julien, que vous notez que ces programmes sont justement là pour orienter aussi les personnes. Je m'étonne quand même, dans de très nombreux établissements, que ce soit un ou une CPE qui, à la fin de la semaine, ait une dizaine de cas à traiter parce que l'infirmier ou l'infirmière n'était pas au courant qu'il y avait une intervention en milieu scolaire, ou bien qu'il n'était pas au courant que cette question allait être traitée dans une classe aujourd'hui. Bref, être accompagné par une dimension euh, médicale ou infirmière me semble nécessaire. On peut poursuivre sur. Je note hein, ce qui va arriver comme question, mais poursuivre peut-être sur la deuxième et dernière partie de cette Donc, intervention. beaucoup qui m'est imparti et je suis désolé, je vais aller un peu vite, je m'en excuse. Les jeunes que nous avons interrogés nous disent à 77% qu'il et elle pensent que les séries pourraient être utiles dans l'éducation à la sexualité. 34% nous disent qu'ils ont changé leur regard sur la sexualité après avoir vu une ou plusieurs séries que nous avons citées dans l'enquête, et 9% ont modifié leur pratique sexuelle après avoir vu une ou plusieurs séries modifiées dans l'enquête. Vous me direz 9%, c'est pas grand-chose, mais quand on parle de pratique sexuelle, avoir des jeunes qui s'autorisent à répondre, je peux vous assurer que c'est déjà en soi une prouesse. Je vous montre la série sur laquelle j'ai travaillé. Normalement, vous allez entendre le son. Ça va durer quelques minutes et on prend le temps de discuter. Vous me dites si vous entendez. Salut Charlie. 16 ans, c'est l'année où tout commence à faire sens. Il y a aussi la rentrée en année préparatoire. Il va falloir réfléchir à nos études. Tout ça, ça fait... Beaucoup. Ouais! Charlie, Je m'inquiète beaucoup pour toi. J'ai remarqué que t'étais toujours très stressé. Quand t'as mis ta main là, ma dysphorie m'a frappée de plein fouet.
Notre groupe d'amis est totalement dispersé en ce moment. Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète sans arrêt. Je déteste être dans cet état. Je sais juste plus quoi faire. Je l'aime vraiment. Il arrive parfois que les gens aient besoin de plus que ce qu'une seule personne peut donner. Être là pour lui, rester à ses côtés, même quand c'est difficile. C'est aussi ça, aimer. On veut être là pour toi. Tu dois nous laisser faire. L'intimité consiste à avoir suffisamment confiance en l'autre pour accepter de lâcher prise. Je sais pas comment m'y prendre. Ça tombe bien, ce cours d'éducation sexuelle, tu pourras peut-être y trouver des bons conseils. Ou peut-être pas. Je veux dire à Nick que je l'aime. Nick? Ouais. Que puis-je faire pour vous? Moi? Non. C'était un plaisir. T'as raison, il est vraiment sexy. Je rêve. Cette série, alors que je vous encourage à regarder, alors peut-être un peu moins que moi, hein, étant fan de la série et l'ayant vue quelque chose comme 7 fois, je comprendrais que vous la regardiez moins. Dans cette série, on a précisément ce dont je parlais, à savoir une multiplication des identités et donc des identifications possibles. On a Nick qui est un garçon euh, euh, qui est supposément dans les premiers épisodes hétérosexuel, le quarterback d'une série, d'un lycée. On se dit donc qu'il est forcément homophobe. D'ailleurs, la question est à peine esquissée et très vite on découvre que ben, il se prend pour amitié, peut-être plus, pour Nick, qui est un garçon qui, lui, a des troubles du comportement alimentaire. On a une jeune fille trans qui est aussi en couple et qui pose la question de ce rapport au corps, de ce rapport à la sexualité dans une période de transition et qui pose aussi la question de la transphobie dans les échanges interpersonnels avec l'université dans laquelle elle pense s'inscrire, mais aussi auprès de ses groupes d'amis. Un couple de lesbiennes, Darcy et Tara, et Alex, euh, dont on va découvrir justement, je vous en parlais tout à l'heure, l'identité asexuelle. Une différence de corps, donc, une différence de sexualité, de genre, une différence également de couleur de peau. On a ici, dans cette série, une forme de synthèse de ce que la diversification des identifications offertes par les teen séries peut nous donner à voir. Alors, lorsqu'on demande aux jeunes ce que les séries ont pu faire, hein, eh bien, ils s'attachent beaucoup à l'ambiance, au scénario, mais beaucoup s'intéressent aussi à la dimension plus corporelle, hein, celle de la sexualité, celle de l'identité. D'ailleurs, 36% disent qu'ils ont appris des choses sur la sexualité, 23% disent qu'ils se sont retrouvés dans des personnages, 19% disent que ça leur a permis de sortir de leur quotidien, d'apprendre des choses sur leurs relations. Les séries ne sont donc pas uniquement des choses que l'on regarde et que l'on arrête d'interroger une fois la série coupée. Il y a bien une transmission de la série à la vie réelle et ces chiffres nous le montrent. Quand on demande plus précisément aux interrogés ce qu'elles pensent de la série, 93% pensent que les séries peuvent être utiles en termes d'éducation à la sexualité. Donc je parle de la série Heartstopper, contre 73% parmi celles et ceux qui ne l'ont pas regardé, hein, donc la moyenne des jeunes. On voit bien que
en fonction des séries que l'on va utiliser comme support pédagogique, euh, on a plus ou moins de jeunes qui vont s'identifier aux questions de sexualité ou de genre. Ici, concernant Heartstopper, quasiment l'ensemble des jeunes qui l'ont regardé disent qu'elle serait utile en matière d'éducation à la sexualité. En moyenne, rappelez-vous, 39% de celles et ceux qui regardent des teen séries affirment que les teen séries ont changé quelque chose sur leur regard sur la sexualité. Parmi celles et ceux qui ont regardé Heartstopper, c'est 55% qui disent avoir changé leur regard sur la sexualité. Mais quand on regarde qui a regardé Heartstopper, massivement, des jeunes homosexuels, des jeunes bisexuels, des jeunes pansexuels et les hétérosexuels deviennent minoritaires. Ça veut donc dire que, en fonction de la série qui va être utilisée dans la dans la scène pédagogique, on va avoir une attention qui sera plus ou moins forte des communautés qui vont composer la classe. Est-ce qu'il y a des jeunes gays? Est-ce qu'il y a des jeunes lesbiennes? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont ou elles ont fait leur coming out? Est-ce qu'il y a plus de garçons, plus de filles? Cela permet de regarder quelle série peut être mobilisée, mais aussi quelle thématique va pouvoir être discutée. Ceci nous permet de constater plusieurs choses. D'abord qu'il y a une importance de la communauté de pairs, et qu'il ne s'agit pas pour nous de confondre le communautarisme et le sécessionnisme. Les séries permettent de créer des communautés d'identification, des communautés de pratique, des communautés de fans, mais aussi des communautés d'identité. Les exemples canadiens, belges ou suisses nous montrent que lorsque dans les établissements scolaires, notamment au lycée, il y a des clubs, il y a des journées, il y a des semaines, il y a des campagnes d'affichage qui disent aux communautés « ici vous êtes chez vous », pour le dire en version McDonald's, eh bien ce n'est pas créer du communautarisme, c'est favoriser l'inclusion et donc lutter contre le sécessionnisme. Ce que l'on voit également, c'est que ces séries permettent de parler d'intersectionnalité, qu'un personnage ne recouvre jamais une seule identité, mais se connecte à d'autres, soit biographiquement, soit relationnellement, ce qui permet de travailler différentes questions. Ce que montrent également ces séries, c'est que la question de l'amitié et des réseaux sociaux, la question de la tendresse et pas simplement de la violence, du crush, disions-nous tout à l'heure, peuvent être abordées. Alors peut-être que l'objet de l'amitié est ici un objet subversif. Souvent, la question de la sexualité, du corps sont mis en avant, mais les gestions émotionnelles, les gestions corporelles et relationnelles dans l'amitié sont au cœur des teen séries. D'ailleurs, quand on fait des entretiens, on voit que autour des teen séries, que les notions d'amitié, de corps, d'homosexualité, de couple, d'amitié, d'identité sont très fréquentes et dessinent comme ça des nuages de mots assez nets. Avant de conclure dans le temps qui m'est imparti, je voudrais insister sur le fait que ces teen séries, en tout cas c'est l'objet de la recherche que nous lançons, enfin que nous avons lancé vendredi dernier avec Mélanie Bourda. Il semblerait que, à l'international du moins, nous avons pu constater que selon la revue de la littérature, l'usage de ces teen séries permet de réduire ce que Ilan Meyer nomme le stress des minorités. C'est quoi le stress des minorités? Le stress des minorités, c'est ce savoir vulnérable, c'est ce savoir disqualifiable du simple fait d'appartenir à une minorité. Le stress des minorités, nous dit Hélène Meyer, qui est psychologue, peut être réduit à 4 conditions. Premièrement, une inclusion dans des institutions, c'est-à-dire dans des espaces de socialisation banale, notamment l'école. Deuxièmement, l'inclusion dans des réseaux relationnels, amicaux. Troisièmement, dans des représentations, et vous voyez bien ici qu'à l'intersection de ces 3 leviers, il y a les séries.
On parle ici de teen séries, hein, mais plus généralement des séries. Et quatrièmement, de l'expérience. Des expériences corporelles, des expériences relationnelles, des expériences biographiques qui font dire aux minorités qu'il peut exister des expériences non stigmatisantes, au fond, comme tout le monde. Dans ce stress des minorités, on voit qu'il y a des gradients d'effets, des séries qui semblent être source d'amélioration de la santé mentale, des séries qui offrent des ressources, des prises avec le réel, des liens sociaux, des liens médiatisés. Ce sont les séries que je vous ai présentées. Mais il existe aussi, dans des gradients d'effets, des séries qui semblent dégrader la santé mentale des jeunes. D'abord parce qu'elles viennent objectiver, mettre en réel des idéations suicidaires ou des troubles ou des pathologies mentales. Ici, la notion de suggestion et de diffusion, de contagion, notamment travaillée par l'effet Werther, semble apparaître. On le voit sur les violences à l'école et je renvoie ici aux travaux ou à la médiatisation des travaux de ma collègue Johanna Dagorn, qui insiste beaucoup sur les violences à l'école et cet effet Werther, cette suggestion de la possibilité de la violence et sa contamination. Il faut donc trouver, et c'est tout l'enjeu du choix de la série, hein, des séries qui permettent d'améliorer la santé mentale, et de ce point de vue, les teen séries sont fortement à solliciter, et peut-être mettre à distance des séries qui viendraient dégrader la santé mentale en montrant trop violemment et trop abruptement des dégradations mentales, des prises de risques. Des séries, on vient d'en discuter comme Euphoria, sont donc peut-être à prendre avec des pincettes. Ce que montrent aussi les séries, et je conclurai sur ça, je renvoie également aux travaux de Stéphanie Boisvert à cet égard, l'article est disponible en ligne, c'est que ces séries, notamment ces teen séries, qui montrent du féminisme, qui montrent du consentement, qui montrent de la sexualité, qui montrent des identités de genre ou de sexualité diverses ou variées, se retrouvent saisies par des discours masculinistes, complotistes et antiféministes, notamment sur des réseaux sociaux. En travaillant sur ces séries et en travaillant sur Heartstopper, j'ai été regarder sur un célèbre forum de jeux vidéo, donc composé quasi exclusivement de garçons, ce qui était dit sur cette série. Et en voici 3 extraits. Encore une série pour les tapettes. Qui regarde ça à part les gays? Vas-y Netflix, qui veut nous faire devenir gays. Vos séries de meufs, on sent, tape les couilles. L'idée, vous le voyez bien, c'est pas simplement d'insister sur la réception qui peut être une réception qui emmagasine des références masculinistes, mais antiféministes également, mais aussi des réflexions complotistes, cette idée selon laquelle à diffuser des séries LGBT ou qui parlent d'LGBT, alors on forcerait les gens à devenir eux-mêmes LGBT. Que n'avons-nous pas entendu sur le programme EVARS? Que n'avons-nous pas entendu sur les ABCD de l'égalité? Ou bien sur la circulaire Blanquer concernant l'inclusion des jeunes trans à l'école? À parler de ces sujets, paraît-il, les jeunes le deviendraient. On voit ici que les réticences sont fortes, que les oppositions sont fortes, et que si vous vous engagez dans ces dispositifs de sensibilisation au sein de vos établissements, par pitié, n'y allez pas seul, hein, soyez accompagné de collègues, parce qu'il se peut que les réactions dans la classe ou de la part de parents soient virulentes. Enfin, on voit que les thèmes abordés peuvent être multiples et on les travaille dans un jeu de cartes que je vais brièvement vous présenter en vous proposant le lien pour y accéder, déconstruire des stéréotypes de genre, présenter et représenter des relations, faire le récit des normes et des attentes sociales sur le corps, le couple ou la sexualité, le consentement, la communication des émotions, eh bien,
aussi la question des expériences de discrimination, de harcèlement, le conflit des valeurs, les questions de santé et de prévention, par exemple. En matière de conflit de valeurs, je vous laisserai le regarder parce que le temps nous manque, mais sur ce lien YouTube, au milieu du lien, vous avez l'histoire de Eric dans Sex Education, qui lors de son baptême va faire son coming out gay et va attendre de sa communauté d'être soutenu, qu'elle le soutienne. Et c'est sa maman qui va se lever dans l'église et qui va déclarer publiquement que peu importe sa sexualité, elle aime son fils. Bref, des questions d'identité, parce que c'est un gay efféminé qui subit du sexisme et de l'homophobie, des questions d'homophobie, des questions de soutien parental, des questions de coming out, des questions de religion. Vous voyez qu'à travers un seul personnage et de racisme, vous voyez à quel point, à travers un seul personnage, la ramification des thématiques peut être abordée. Alors, pour aller plus loin, nous avons déjà, avec Mélanie Bourda, écrit quelques articles pour résumer cette recherche, notamment il y a 1 an et demi dans la revue L'école des parents, mais nous publions le mois prochain un autre article dans la même revue. Et puis, vous avez 2 livres qui sont sortis ou qui sortent prochainement. Un petit guide du genre avec Johanna Dagorn et toujours avec Johanna Dagorn, un livre sur la santé mentale des jeunes queers qui esquissent ces problèmes et un jeu disponible avec des dépliants informatifs, des glossaires, des cartes et une mise au travail des représentations avec des petits articles écrits par des universitaires autour des teen séries sur ce site Hypothèse, teenserie.hypothèse.org, sur lequel vous pouvez trouver l'ensemble des outils. Alors, sur le jeu de cartes, quand même un petit point. C'est un jeu qui propose des personnages de série, des thématiques, des lieux, des événements et des émotions. Chaque élève ou chaque groupe d'élèves doit piocher une carte dans un des tas, émotions, séries, lieux, événements, thématiques, et doit créer un scénario de série sur la base des cartes piochées. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes partent de leur représentation et des séries qu'ils et elles connaissent pour créer leur scénario, et c'est l'écriture du scénario qui permet de discuter des représentations et des enjeux thématiques à l'œuvre dans le cours sur lequel vous décidez d'aborder de manière aléatoire la transphobie, les enjeux de reproduction, les rapports au corps, le consentement ou le coming out. Je vous laisse regarder les séries et les outils sur ce site. Un nouvel article a été mis en ligne ce matin, justement sur la pédagogie et sur l'usage des séries dans une optique pédagogique. Je m'arrête parce qu'il est déjà 45 et je pense avoir trop parlé. Je suis désolé d'avoir accéléré sur la fin, mais voilà, le temps me manque et je voudrais aussi répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Alors, j'ai repris une question qui avait été posée en fin de la première partie d'intervention. Donc, une question suggestion. Alors, pardon, j'ai pas noté votre prénom. Quelqu'un qui nous dit finalement confronter des extraits sur une même thématique avec des visions différentes pourrait être intéressant pour faire émerger un débat. Qu'en penses-tu? Vous avez tout à fait raison et c'est l'objet de ce Serious Game qu'on remettra en ligne sur le site lorsqu'il sera complété par des nouveaux extraits, notamment de l'adolescence. Il y a par thématique parfois parfois 2 extraits qui sont parfois contradictoires et qui permettent justement le débat. Alors le débat, ça ne veut rien dire, dit comme ça. On offre bien sûr à chaque thématique une fiche pédagogique qui permet à l'enseignant ou à l'enseignante d'avoir des définitions, des références académiques pour pouvoir lire sur le sujet, un cadrage juridique pour savoir ce qu'il en est, mais également un petit topo sur la série que nous utilisons comme illustration.
Si vous voulez utiliser ce dispositif alors qu'il n'est pas pour l'instant encore remis sur le carnet hypothèse, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous enverrons les outils en ligne pour pouvoir les utiliser. La recherche, je le dis toujours, est payée par l'argent public. Elle se doit donc de revenir à l'ensemble du public. Merci. Alors, ensuite, il y avait plutôt un témoignage. Je pense que plusieurs personnes l'ont lu, mais comme je te le partage pour que tout le monde l'entende. Donc, je crois que c'est encore Alexandra, il me semble, enfin, qui dit: j'aimerais vous partager une anecdote qui montre que les séries peuvent éduquer toutes les générations. Un collègue enseignant ayant tardivement fait son coming out, après mariage et 2 enfants, m'a raconté qu'il a voulu le faire aussi auprès de sa grand-mère chérie et que cela était délicat. Contre toute attente, sa grand-mère n'a pas du tout été choquée, arguant avec force qu'elle avait bien été familiarisée avec le fait grâce à Plus belle la vie. C'était en 2007. Voilà. Donc voilà, c'était. Oui, évidemment. Et puis, il ne faut pas quand même nier que ces séries, elles créent des connivences sur des disjonctions d'interprétation, sur des amours ou désamours de personnages. On peut en rire de ces choses-là. On peut ne pas aimer un personnage. On peut ne pas être d'accord avec la façon dont il ou elle a réagi. Mais c'est un terreau particulièrement fertile pour comprendre ce que les adolescents et les adolescentes entrevoient dans justement les interactions fictionnelles et sérielles. Il faudrait faire, je vois un commentaire, des études sur les old series. Peut-être, oui, il faudrait faire des études sur les séries pour les adultes et les seniors. Il y avait aussi une question, alors je me suis permis de mettre deux ressources de Magali Biget, mais cette question t'est posée, c'est est-ce que tu t'intéresses, Arnaud, à la dark romance, dont les représentations, notamment des filles, sont effroyables? Je laisserai donc ma collègue Magali vous en dire plus via les références qui vous ont été données. J'ai cru voir passer un article dans The Conversation, c'est ça? Voilà, tout à fait, Donc c'est ce c'est que j'ai. Oui. vraiment l'experte de cette question. Euh, à lire ce que ma collègue Magali réalise comme travaux, elle est beaucoup moins catégorique sur la dimension effroyable que ce que vous semblez dire. D'une part parce qu'elle souligne que les représentations sont diverses et variées, d'autre part parce qu'elle souligne la dimension réflexive des jeunes dans leur réception de la dark romance. Et vous voyez que le mouvement que j'ai esquissé autour des séries, on ne fait pas que recevoir de manière passive, on reçoit cela en fonction de nos âges, de notre genre, de nos expériences, de nos identités, et on en fait quelque chose. On construit des relations familiales, relationnelles, corporelles. Ce mouvement-là, il n'est pas propre aux séries. Il est propre aussi aux musiques, ou à la romance, ou à la littérature. Il est peut-être, c'est vrai, moins vrai pour les jeux vidéo, hein, qui permettent une réappropriation bien souvent technique et compétitive, euh, ce qui fait que les jeux vidéo sont un espace particulièrement masculin.